Mustapha Louaïd, donc je suis Project Manager chez Cosmo Consult, certifié Microsoft Gold Partner. Et je suis aussi consultant depuis maintenant 2 ans et demi sur la partie BI décisionnelle. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Marc, on va essayer de voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques pour construire un environnement décisionnel. Et au travers de cette présentation, à l'issue de cette présentation, je vous ferai une démonstration pour être un peu plus dans la pratique de quelques exemples de reporting qui ont été faits avec mon équipe et à destination de clients, bien entendu. Donc, en termes d'agenda, hop, je bascule sur la slide suivante. On va voir ce qu'est la BI. Effectivement, on va faire une courte introduction de la BI, des enjeux, du contexte. Ensuite, on va voir comment on implémente une solution de business intelligence, comment on construit un environnement décisionnel qui ne repose pas que sur l'outil. Et derrière, on passera à la démo. Et puis, bien évidemment, comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est une session interactive, donc on pourra partager ensemble quelques interrogations et essayer de répondre à vos questions en fin de séance, bien entendu. Donc le chat est à votre disposition et puis bien sûr, il y a un replay qui sera accessible après la session et accessoirement qui sera aussi diffusé sur notre chaîne Cosmo Consult, sur notre chaîne YouTube de Cosmo Consult. Voilà pour l'agenda. Donc, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, alors une introduction. Alors, je vais peut-être juste, permettez-moi de couper rapidement juste ma caméra pour pas qu'elle interfère. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement décisionnel? En gros, l'informatique décisionnelle, une petite définition, c'est un ensemble finalement de méthodes et de moyens qui vont être utilisés pour piloter une entreprise. Donc, bien sûr, piloter une entreprise, ça passe par l'aide à la décision et à la prise de décision notamment. Et le monde décisionnel analyse aujourd'hui des données qui vont être, ce que disait Marc tout à l'heure, par exemple, agrégées, modifiées, structurées et restituées, bien entendu. Et cette aide à la prise de décision, c'est la responsabilité de quelques personnes dans l'entreprise, qu'on appelle plus communément les décideurs, bien entendu. Donc, on va pousser cette donnée structurée et restituée pour qu'elle puisse aider justement, et la finalité, c'est cette fameuse prise de décision. Et dans le monde décisionnel, on supprime jamais des données, on les archive, donc c'est le concept même de la BI. Les outils BI vont permettre en fait une exploitation rationnelle et coopérative des données. Et la question finalement, pourquoi a-t-on besoin d'une informatique décisionnelle? C'est l'idée même, et je vais rentrer un petit peu dans la slide suivante dans le détail. Et c'est finalement de permettre des analyses précises, peut-être même complexes, de grande volumétrie de données. Et derrière, finalement, les leviers de croissance, je vais les partager avec vous sur la slide suivante. Pardon. Hop. Voilà. Donc le fameux pourquoi, je reviens au pourquoi. La BI, c'est un levier de croissance. Un levier de croissance qui va vous permettre de fiabiliser et de centraliser vos données. Quand vous construisez un environnement de données, c'est parce que vous avez de la data, vous souhaitez l'harmoniser et vous souhaitez la stocker pour qu'elle soit disponible à restituer. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, bien entendu, un environnement décisionnel, c'est avoir une vision globale et partagée. Vous structurez votre donnée pour que vous puissiez la partager et collaborer, bien évidemment, autour de cette donnée et des informations structurantes qui vont vous aider à cette fameuse prise de décision. Et derrière, bien entendu, c'est le pilotage. Piloter avec de la data, c'est anticiper, bien entendu, pour mieux décider. C'est un peu l'essence de la BI. Et pour faire simple, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde de données. On dit que c'est, vous avez peut-être entendu parler de la citation, mais on dit que c'est le nouveau pétrole, le new oil. C'est ceux qui ont la bonne info avant les autres, ceux qui la comprennent, bien évidemment, plus vite que les autres, et ceux qui ont une longueur d'avance. Et du coup, une longueur d'avance veut dire qu'on va influencer, innover, potentiellement, pour certains, vendre
plus vite et certainement mieux que les autres. Donc, la bonne donnée, c'est celle qui est juste, bien entendu. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. La donnée doit être juste et fiabilisée. C'est celle qui va être consolidée à partir de multiples bases de données. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Ça peut être des fichiers externes, des fichiers Excel, par exemple, vos ERP, hein, de Dynamics, du Business Central, de la CRM, etc. Ça peut être d'autres sources, bien évidemment, d'autres bases de données. Et c'est une donnée qui doit être à jour. Indispensable aujourd'hui, effectivement, elle doit être fiabilisée, mais surtout être à jour. D'accord? Donc, c'est ce qui tourne finalement autour de ces leviers de croissance. Un exemple, pour une réunion, par exemple, avec son DG, le comité exécutif de l'entreprise, on va présenter un chiffre d'affaires. Bien entendu, ce chiffre d'affaires doit refléter le chiffre d'affaires qui est partagé au sein de toute l'entreprise. Donc, voilà, on a besoin de cette information-là et on a besoin qu'elle soit fiabilisée et qu'elle soit la même pour tous. C'est l'essence même de la BI. Donc ça, voilà, une petite introduction juste pour situer finalement les leviers de croissance de la BI et pourquoi il faut un environnement décisionnel dans une entreprise. Quelques chiffres rapidement. J'en ai pris 2 qui, à mon sens, sont très marquants. 80 à 90% des données que nous gérons aujourd'hui sont non structurées. J'en ai parlé tout à l'heure, bien évidemment. Vous avez des données aujourd'hui qui viennent d'un peu partout. La révolution du big data, vous en avez entendu parler, avec cette fameuse prédominance de ce qu'on appelle l'IoT aujourd'hui, c'est-à-dire des objets connectés, hein, des montres connectées, etc. Donc tout ce qui est aujourd'hui matériel qu'on installe à la maison, qui est connecté, les fameux objets connectés poussent finalement aujourd'hui les entreprises à prioriser le sujet de la BI. Et donc, on est dans cette fameuse prédominance de la donnée. On a un flux de données assez important et il est non structuré. Et c'est ces environnements décisionnels qui vont permettre finalement de le restituer. Mais avant de le restituer, il faut bien sûr le structurer. Un deuxième chiffre peut-être qui est aussi assez parlant sur cette dynamique de BI. On estime aujourd'hui qu'au cours des 3 prochaines années, les données seront plus nombreuses que celles créées au cours des 30 dernières années. Donc, cette fameuse révolution du big data aussi participe à cela. On va avoir de plus en plus de données sur les prochaines années, sur les 3 prochaines années par exemple, et proportionnellement par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, effectivement, vous avez la répartition. Donc, de plus en plus de données, il faut la structurer, il faut choisir et il faut pouvoir la restituer en la structurant. Voilà, en résumé, les quelques constats qu'on peut faire aujourd'hui avec ces 2 chiffres parlants. Toujours sur le pourquoi, on a pris, alors on a quelques références chez Cosmo, hein, donc on a implémenté à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine de clients à peu près aujourd'hui sur la partie BI, donc quelques noms hein, qui ressortent que vous avez sur notre site internet, hein, si vous voulez aller voir les citations, mais assez rapidement, en fait, c'est quelques projets BI que nous avons implémentés. Et là-dessus, juste 2 notes rapidement pour expliquer le fameux pourquoi, ce que ça a apporté finalement. Donc, deux références, 2 citations pour Roser qui travaille en fait dans le domaine médical. Un outil de gestion unique, ce qui ressort finalement des citations d'Andreas Lopp. Une vue d'ensemble, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vraiment prendre de la hauteur sur la donnée. Et pouvoir avoir un outil de gestion unique qui va pouvoir restituer la donnée à la bonne personne. Voilà, une des citations. La deuxième, c'est un de nos clients, Wiz, qui travaille dans la partie pneumatique avec Marjorie. Donc voilà, chez qui on a installé Power BI, entre autres, et qui a permis finalement d'avoir des indicateurs performants, beaucoup plus performants que ce qu'ils avaient auparavant sur une BI un petit peu locale avec des fichiers disparates. Et surtout en matière de qualité de service. Et ces points-là qui sont importants dans ce contexte-là. Et on va bien au-delà des besoins d'optimisation de la productivité. Donc, c'est toujours cette notion de prise de hauteur, finalement. Donc, ces quelques citations, vous pouvez les retrouver, bien entendu, sur notre site internet.
Donc, le postulat de pourquoi la BI, vous avez les leviers de croissance, quelques citations qui vous permettent effectivement de décider pourquoi finalement je dois installer un environnement décisionnel. Donc ça, c'est le premier point, à mon sens. Il faut répondre à cette question du pourquoi. Et ensuite, on va voir ensemble comment. Comment on construit un environnement décisionnel. Donc, dans le comment, finalement, on va voir ensemble les outils, les architectures potentielles, bien évidemment aussi la manière d'implémenter un projet. Marc a parlé tout à l'heure, bien sûr, des points clés. Peut-être aussi, bien évidemment, au travers de ces points clés, les points à éviter finalement dans ce type de projet. Donc, voilà, le comment. Une fois qu'on a validé en fait finalement cette pertinence d'une solution décisionnelle, donc qui est arrivé avec le pourquoi, nous allons voir en fait maintenant comment ça va s'articuler avec le comment. Et l'idée, c'est de vous présenter les points de vigilance et les points clés en fait de l'implémentation d'une solution BI. J'espère que jusque-là tout va bien. Si, voilà, n'hésitez pas si vraiment il y a des points sur lesquels vous voulez que je m'arrête. Ponctuellement, on peut le faire, hein, bien entendu. Donc, les points clés. Alors, j'ai mis ici quelques points clés. J'en ai mis 5, en sachant qu'il y en a potentiellement d'autres en fonction, bien sûr, de votre contexte. On va parler, quand on parle d'environnement décisionnel, on va bien entendu parler de retour sur investissement. Donc, démontrer le ROI, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup d'entités font sur les projets IT. Donc le retour sur investissement d'un outil BI, il est difficilement mesurable, hein, bien entendu, et son retour va dépendre aussi des personnes que vous allez interroger. Mais il est important de faire cet exercice au travers, éventuellement, je peux vous citer quelques indicateurs, potentiellement le coût, bien sûr, qui fait partie prenante de ce ROI. Alors, dans ce coût-là, on va intégrer bien évidemment la partie logicielle, la partie infrastructure et bien sûr la partie main-d'œuvre, les ressources que vous allez solliciter, j'allais dire, pour ce projet de business intelligence. Un deuxième indicateur peut-être, c'est l'efficience, bien sûr, d'un projet BI, parce que l'intérêt d'un projet BI aussi, c'est des gains de productivité. Bien évidemment, c'est des heures économisées après la mise en place pour, par exemple, positionner des ressources sur des fonctions avec plus de valeur ajoutée que gérer des fichiers Excel, par exemple. Donc ça, c'est un deuxième levier, le gain de productivité pardon, et l'efficience. Un troisième, sans doute, pour moi, l'indicateur le plus pertinent derrière le ROI, c'est la création de la valeur. On en a parlé tout à l'heure. C'est prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, vous conviendrez que démontrer un retour sur investissement sur la bonne décision au bon moment, c'est peut-être le point le plus difficile. Mais aujourd'hui, on est capable de faire cet exercice-là, la pertinence de la bonne décision qui a orienté finalement la création de la valeur. Voilà, sur la partie ROI. Alors, le deuxième point, s'assurer de la qualité de la donnée. Alors ça, c'est indispensable dans un environnement décisionnel, vous l'aurez compris. On sait aujourd'hui que les données qui rentrent dans les différentes bases de données doivent être les plus propres possibles pour, alors, non seulement procurer de vrais aperçus par la suite, mais aussi pour inspirer confiance aux décideurs. Et vous l'aurez compris aujourd'hui, rien de pire que de ne pas avoir confiance en ces données. Et du coup, il faut fiabiliser et finalement sécuriser ces données-là. On doit avoir les bonnes, les vérifier, les recroiser et analyser finalement les résultats. Donc, c'est la notion finalement de confiance qu'il y a derrière ce point clé de votre environnement décisionnel. Pardon, hop, j'ai passé les slides. Désolé, je reviens dessus. Alors, le point 3, c'est la notion finalement j'allais dire, de solution abordable. C'est une notion de coût, bien entendu. De plus en plus aujourd'hui, les coûts de licence de l'outil et de formation sont réduits parce qu'on a des outils qui sont aujourd'hui assez user-friendly, qui sont beaucoup plus simples à appréhender aujourd'hui. Juste un petit exemple chez Cosmo, le plus petit projet d'implémentation BI qu'on a fait chez nous, il a duré 5 jours. Donc,
On a aujourd'hui des solutions qui sont complètement qu'on peut déployer de manière très simple en quelques jours chez nos clients. Et on doit avoir ce type de solutions-là aujourd'hui qui sont à clé en main quasiment pour le client. Et donc ça, c'est peut-être le point 3 sur lequel on peut proposer un axe d'amélioration, en tout cas dans le choix de la solution. Alors, en point 4, j'ai mis, alors qui rejoint un petit peu le point 3, mais une solution bien sûr qui est intégrable à votre SI. Il y a une adéquation, bien évidemment, à avoir entre votre système d'information aujourd'hui que vous avez, qui est existant, que vous n'allez pas forcément remettre en cause pour un projet BI. Donc, il y a un choix. Le choix de la solution va se porter aussi sur l'intégration à votre SI. Je vous donne un exemple. Deux solutions, par exemple, aujourd'hui que nous déployons beaucoup, qui est Power BI. Dans un écosystème où vous avez des solutions dans le cloud Azure ou des solutions Microsoft avec Dynamics, par exemple, Business Central, CRM, etc. Bien évidemment, ces solutions-là Microsoft sont beaucoup plus facilement intégrables dans votre écosystème et votre système d'information. Et bien sûr, un point sans doute un des plus importants, c'est bien sûr la notion d'équipe et de disponibilité de l'équipe. Aujourd'hui, il faut dégager des ressources humaines nécessaires et indispensables au déploiement d'un projet BI. Aujourd'hui, une équipe projet, pour vous donner un exemple d'idée chez Cosmo Consult, une équipe projet est constituée très souvent dans l'implémentation des projets BI avec généralement, bon, bien sûr, un chef de projet, un représentant de la partie finance, partie production éventuellement, enfin vraiment un représentant des key users finalement dans le projet qui représente un petit peu chaque entité du besoin sur la partie décisionnelle. Donc, importance clé finalement d'une bonne équipe décisionnelle, elle se fait avec les utilisateurs et du coup repose sur le besoin de l'utilisateur. On va le voir juste après. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ces fameux points clés. Alors, je vous dis encore une fois, il y en a d'autres, j'aurais pu en citer 3 ou 4 autres, mais à mon sens, ceux qui sont les plus importants à notre niveau pour la mise en place d'un environnement décisionnel. Alors, dans la slide suivante, on va un petit peu parler des tendances, puisqu'aujourd'hui, le choix d'une solution et d'une implémentation va aussi reposer, bien évidemment, sur des tendances de la BI. Vers quoi va-t-on aujourd'hui en termes de décisionnel? Et vous le voyez ici, on a représenté 4 grandes tendances que vous avez déjà actuellement sur certaines solutions, mais qui sont en train d'être poussées dans toutes les solutions BI existantes sur le marché. Alors, la première, en haut à gauche, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle le langage naturel, qui repose sur une technologie qui s'appelle le machine learning. Juste assez rapidement pour expliquer, c'est la possibilité aujourd'hui et demain de poser des questions simples à vos données. Vos données sont structurées, vous leur posez des questions et ça vous permet deux choses aujourd'hui, au travers de ces questions-là, du langage naturel, c'est de créer des contenus. Donc, vous posez une question, les systèmes vous créent des contenus, des visuels, des dashboards, etc. Par exemple, quels sont les produits les plus vendus ces 3 derniers mois, par exemple. Et le système va pouvoir vous créer tout simplement un visuel reposant sur cette question. Vous posez une question juste derrière. Maintenant, fais-moi la même répartition, mais sur la même période de l'année dernière. Et au travers de ce machine learning, le système va comprendre que vous avez posé la même question, mais sur une autre période. Donc ça, c'est un exemple de langage naturel. Et le deuxième point, au-delà de la création de vos contenus, c'est bien évidemment d'approfondir vos visuels, vos rapports. Vous allez créer un rapport et vous allez, au travers de ces questions-là, aller un peu plus en profondeur dans la donnée. Et c'est le machine learning et le langage naturel qui vont vous permettre de rentrer dans cette profondeur. Donc, dans les tendances, on va avoir ce qu'on appelle aussi, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, ce qu'on appelle le data storytelling. Donc, c'est vraiment une notion de narration aujourd'hui. Pour faire juste une différence, l'analyse de la donnée consiste à recueillir des données, les traiter, les transformer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de produire des analyses statistiques. D'accord ? Le data storytelling, lui, il repose sur une optique un peu plus collaborative, partager des données et des informations.
Et l'objectif, c'est d'illustrer ces données au travers d'une représentation narrative. Donc finalement, j'ai un client qui dit souvent « raconter une histoire ». Et c'est exactement ça. Votre BI doit raconter une histoire à l'utilisateur final. Et ces histoires visuelles peuvent ainsi marquer les esprits et bien sûr sensibiliser peut-être un peu plus à favoriser la mémorisation de cette histoire. Voilà, donc ça c'est la deuxième grande tendance qui est déjà en place finalement sur certains outils, avec des outils de narration finalement qui vous aident à construire les rapports. En troisième tendance, plutôt orientée utilisateur, on a ce qu'on appelle bien sûr le libre service aujourd'hui. Les outils BI ont plus une dimension, ce qu'on appelle plutôt low code, donc vraiment quelque chose qui va permettre de construire une BI, un environnement BI avec le moins de code et de développement possible. Donc c'est l'orientation finalement qui est prise. Et finalement, au travers de ce libre service, on va rendre l'utilisateur beaucoup plus autonome finalement, avec des assistants d'aide à la réalisation de rapports, par exemple. Bien évidemment, cela n'occulte pas la partie technique qui est toujours derrière sur la partie infrastructure, sur finalement le langage utilisé en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Mais pour schématiser, finalement, c'est l'image, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'image finalement de la montagne de l'Autriche, c'est on a certaines montagnes finalement qu'on peut escalader sans guide, sans personne, qui sont assez simples. Et on a des montagnes sur lesquelles on va avoir besoin de, je sais pas, de chaussures, de vêtements adaptés, peut-être d'un guide, de choses comme ça. Donc c'est vraiment cette notion-là en fonction de votre besoin, de ce que vous allez structurer comme environnement décisionnel. On va plus ou moins s'orienter vers une solution libre-service ou vraiment une solution qui nécessite un peu plus de, j'allais dire, de matière en termes de développement et d'assistance de l'équipe IT, bien entendu. Donc, troisième tendance, les outils en libre service à destination des utilisateurs finaux, finalement. Et puis, dernière tendance sur laquelle je voulais faire un focus particulier, c'est l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle sur la BI, on va aussi parler d'analyse prédictive. Et donc, les logiciels en BI aujourd'hui sont destinés en fait forcément à des personnes qui vont avoir un besoin supplémentaire. Et donc, on va se baser sur des technologies de l'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin en termes d'analyse prédictive, notamment, alors je vous donne quelques exemples aujourd'hui existants déjà, mais pouvoir intégrer, par exemple, la météo dans vos prédictions de vente, la saisonnalité potentiellement, des choses comme ça. Et aujourd'hui, les logiciels, en tout cas existants, permettent de faire cette projection avec les analyses prédictives qui arrivent de plus en plus sur les différentes solutions. D'accord. Donc voilà, en termes de grandes tendances existantes ou à venir, il y en a qui commencent déjà à être installées, notamment sur la partie data storytelling et langage naturel qui existe déjà sur pas mal de solutions. Alors, comme on a vu tout à l'heure, les points clés, j'allais dire, d'une mise en place finalement d'une BI. Alors, je vais peut-être juste 2 petites secondes pour savoir si tout est OK pour vous. S'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas, c'est interactif, donc s'il y a besoin de faire une petite pause et avoir 2-3 questions, vous me le dites, bien entendu. Enfin, je laisse plutôt Marc me faire signe s'il y a besoin. Voilà, tout à fait, mais il n'y a pas de pour l'instant, pas de questions dans le chat. OK, parfait. N'hésitez pas s'il y a besoin. Donc voilà, les grands on a vu l'environnement décisionnel, pourquoi on en a besoin, comment éventuellement au travers des facteurs clés finalement, les tendances qui sont à prendre en compte bien évidemment dans le choix de votre solution demain. Ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment on va dire les points de vigilance. Je passe à la slide suivante pour vous montrer un petit peu. L'idée derrière ça,
c'est par rapport à un historique, hein, bien évidemment. On a, comme je vous l'ai expliqué, plusieurs projets BI qui ont été faits chez Cosmo Consult et implémentés. Et derrière ça, on a noté souvent voilà, des points sur lesquels il faut vraiment porter une attention particulière. J'en ai défini 4. Idem, hein, il peut y en avoir potentiellement d'autres en fonction de vos vécus, mais le premier point ici, c'est bien sûr la définition et la formalisation du besoin. On va le voir dans la démo tout à l'heure avec une projection entre un besoin exprimé et une réalisation de rapport. C'est vraiment un des points les plus importants, c'est la mise en œuvre d'une solution BI va passer par une problématique. La solution BI est la simple réponse à cette fameuse problématique. Donc, si problématique il y a, ça veut dire qu'à un moment donné, on a répondu à un besoin spécifique de l'entreprise, bien évidemment. Parce que la BI, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un investissement important. Voilà, et qui est interservice, qui a un impact sur plusieurs services de votre entité. Et du coup, pour être pleinement exploité, la solution ou la BI ne doit pas toujours se contenter d'être juste centralisée autour d'une structure dans l'entreprise, mais bien être finalement avoir une vue d'ensemble. Donc, l'accès à la solution ne doit pas être juste limité, bien entendu, à certaines personnes. C'est je définis un besoin, c'est-à-dire qui a besoin de quoi. Et c'est peut-être ça le point le plus important. On commence ce projet-là comme un autre projet finalement d'implémentation. On exprime des besoins qui finalement reposent sur une problématique et on y apporte des solutions. Donc on les formalise, ces besoins. Et on va voir tout à l'heure un exemple de maquette, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça, c'est le premier point de vigilance, c'est de ne pas forcément démarrer, faire une BI qui ne repose pas sur un besoin. Bien entendu, on peut toujours le faire, mais l'idée est que ça doit reposer sur un besoin et répondre à une problématique. Premier point. Le second point, c'est bien évidemment qu'il faut impliquer les utilisateurs. Donc ça, c'est un point clé aussi. Le reporting ou la business intelligence que vous allez concevoir, qu'on va concevoir, elle repose bien évidemment sur des personnes. Donc pour déployer avec succès une solution, elle doit être cohérente avec les fameux besoins dont on a parlé, mais aussi avec des utilisateurs. Les utilisateurs finaux sont les principaux intéressés finalement dans le choix de la solution. C'est eux qui vont consommer cette fameuse BI. Et à ce titre, il est donc plus qu'indispensable de comprendre leurs besoins en matière de reporting et finalement de les associer à cette démarche de construction. Donc voilà, impliquer les utilisateurs au travers finalement des besoins qu'ils auront exprimés dans un premier temps. Le troisième point, c'est peut-être celui qui est on va dire le plus occulté finalement dans les différentes implémentations qu'on a fait. C'est un projet comme un autre. Donc ça veut dire que finalement, comme lors de l'installation d'un ERP, il faut planifier le déploiement. Il faut qu'il y ait une roadmap claire qui existe sur l'implémentation d'une business intelligence. Donc un déploiement planifié va permettre l'implication des futurs utilisateurs. Et du coup, en assurant leur présence lorsqu'elle est nécessaire, bien évidemment, à tous les stades finalement du développement du projet, puisque on va respecter finalement les mêmes étapes avec de l'expression de besoin, de la réalisation, des tests, etc. Et du coup, on va impliquer ces utilisateurs à chaque étape finalement. Donc pour cela, il faut que ce soit planifié. Ça, c'est le premier point. Et il faut qu'il y ait une roadmap claire, comme un projet informatique classique. Voilà. Et du coup, une priorisation aussi, hein, ça s'entend bien évidemment des tâches qu'on va assigner aux utilisateurs. Une durée, des tâches simples à accomplir, en prenant en compte bien évidemment les disponibilités des acteurs qui vont réaliser ces tâches. Alors le dernier point, un petit peu anglophone, mais penser, alors quand je mets penser le qui et le comment plutôt que le quoi, c'est vraiment une vue d'ensemble de l'écosystème de l'environnement décisionnel. On a souvent effectivement des clients qui partent sur une solution. Alors que l'idée, c'est d'abord de savoir quel est le besoin et pour qui. Et encore une fois, en répondant à cette question, naturellement, on va avoir des solutions qui vont en découler. Donc,
plutôt penser quelles données pour quelle personne. Et du coup, en poussant un petit peu cette expression de besoin, on arrivera intuitivement à minima une proposition de 2-3 solutions qui sont compatibles finalement avec ça. Donc, pas partir forcément avec le scope quelle solution pour qui, mais plutôt qui et comment avant de penser à la solution. Donc là, c'est un focus, un quatrième focus, un quatrième point de vigilance finalement, mais qui est, voilà, en résumé, ne pas forcément penser que outils. Voilà, c'est un peu l'idée de ce dernier point de vigilance. Donc, au travers finalement de cette expression de besoin, l'idée derrière ça, c'est qu'on va bien évidemment ensuite arriver sur plusieurs infrastructures possibles. Donc là, on rentre un petit peu dans le comment et dans la solution. Bien entendu, là, vous l'aurez compris, on va commencer à identifier des solutions, mais avant d'identifier une solution, on va finalement s'intéresser à une infrastructure. Et là, au travers simplement de 2 exemples, hein, bien sûr, il y en a d'autres, mais je vais vous présenter juste 2 infrastructures possibles aujourd'hui dans l'installation d'un environnement décisionnel. Et finalement, à cette étape, cette étape, elle est d'une importance capitale parce que le marché de la BI est en pleine effervescence et beaucoup d'outils sont disponibles sur le marché, hein. Vous le verrez, mais énormément d'outils sont disponibles. Savoir quel outil va commencer par finalement répondre à la question quel type d'infrastructure finalement il faut construire par rapport à quel besoin. Et la mise en œuvre finalement d'un véritable outil d'assistance à la décision est actuellement plutôt une question de méthode que de puissance de progiciel, hein, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, il y en a beaucoup sur le marché. Et finalement, c'est plutôt quel type de méthodologie pour quel type de besoin. Et ensuite, derrière les solutions, il y en a quelques-unes. Alors juste assez rapidement, en restant sur ce slide de l'infrastructure, pour moi, le choix vraiment de l'outil décisionnel, il doit répondre à des considérations. Alors, ça peut être la gestion des données, l'ergonomie, par exemple, la facilité de développement, la capacité de déploiement et bien sûr la sécurité. Quand on parle de données, systématiquement, on va parler de sécurité. Et donc, qui dit outil dit infrastructure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour décider finalement quel type d'infrastructure, les 2 que je vais vous proposer juste derrière, pour moi, il y a 4 facteurs majeurs. Bien évidemment, le premier, c'est la volumétrie de vos données. Avant de dire quelle infrastructure il va falloir répondre à est-ce que mes données sont nombreuses? Est-ce qu'elles sont issues de plusieurs formats, potentiellement plusieurs bases de données de format hétérogène? Est-ce que je suis dans un contexte, par exemple, multi-société, multi-base de données, etc. Est-ce que j'ai besoin de gérer un référentiel commun? Ça, c'est quelques questions finalement qu'on va se poser, qui va décliner finalement le type d'infrastructure qu'on va gérer. Et vous avez aussi les notions d'accès à la base de données. Aujourd'hui, dans vos ERP, Business Central, CRM, etc., vous n'allez pas forcément avoir la même population, les mêmes accès à vos utilisateurs de la BI qu'à ceux que vous donnez sur vos ERP. Donc, bien évidemment, toutes ces questions-là sont importantes. Et puis, le dernier point en termes d'infrastructure, en termes de questions à se poser, c'est que bien évidemment, les requêtes que vous réalisez sur la base de données de production, par exemple, peuvent ralentir vos utilisateurs. Donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, on peut décliner finalement les différentes infrastructures. Donc, je vais vous en montrer 2 aujourd'hui. Alors, une sur laquelle on va avoir une construction ce qu'on appelle un data warehouse, un entrepôt de données. Et là, assez rapidement, je vous montre une infrastructure d'une solution Cosmo que nous avons, mais c'est à peu près la même infrastructure pour tous les entrepôts de données. On va avoir nos sources de données que vous avez en bas, pardon, ici. Ensuite, éventuellement, un outil de connexion. Donc, voilà, il y a plusieurs types de connexions. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette slide-là. Et derrière, vous allez pouvoir stocker. Alors, pour ceux qui connaissent la notion d'ETL, c'est vraiment un outil d'extraction, de transformation et de chargement des données qui va vous permettre finalement de la modifier, de la structurer, de la modéliser. Donc voilà, j'ai mes sources de données, je les extrais, je les stocke, je les transforme, etc. Et ensuite, je les restitue. Alors, je les restitue ici, vous voyez que c'est sous forme de ce qu'on appelle des data marts. Plus communément, on appelle ça des environnements.
Pour vous donner un exemple, ça peut être un environnement sur les ventes, un environnement sur la finance, un environnement sur la partie production, par exemple. Et du coup, on va construire, c'est l'équivalent des cubes, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu la même notion. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment en termes d'entrepôt de données, c'est je n'attaque pas directement ma base de données ou mes bases de données. J'ai créé un entrepôt de données dans lequel je viens stocker l'ensemble de mes données, les agréger, éventuellement créer des référentiels, etc. Et ensuite, je vais utiliser un outil finalement de ce qu'on appelle de data visualisation, qui peut être pour le coup, voilà, tous les outils du marché, Power BI ou même éventuellement du Excel. C'est un outil de visualisation, d'accord? Donc ça, c'est la première infrastructure et encore une fois, qui va dépendre finalement des questions auxquelles vous aurez répondu juste derrière en termes de volumétrie, disparité de données, etc. Ensuite, on va arriver sur une solution peut-être un peu différente, celle qu'on déploie aujourd'hui de manière un peu plus simple, mais qui repose sur une solution, ce qu'on appelle multisource. Et là, on est en direct finalement sur vos différentes bases de données. Ça peut être du business central, ça peut être une base Access. Vraiment, voilà, ce que vous avez à gauche, c'est vos sources de données. Ensuite, on va utiliser, donc pour cet exemple-là, j'ai pris Power BI, hein, mais on va attaquer directement vos bases de données et on va construire une BI, un environnement décisionnel qui ne repose pas sur des entrepôts, mais plutôt sur finalement une requête, un modèle de données qu'on aura construit directement dans l'outil. D'accord? Et là, vous le voyez, hein, ça peut être effectivement des fichiers plats, des bases de données, des connecteurs natifs. Hein, dans Power BI, il y en a plus d'une centaine. Et au travers de requêtes qu'on envoie directement à la base de données, on va pouvoir finalement créer des calculs, des agrégats, au même titre, hein, finalement que la partie entrepôt, créer des relations entre les tables, donc vraiment créer ce qu'on appelle un ensemble de données. Et ensuite, à destination donc d'un espace collaboratif qu'on appelle Power BI Service, par exemple, aujourd'hui, mais qui peut être un portail de diffusion, qui peut être du SharePoint, qui peut être du Excel. Enfin, vraiment, l'idée, c'est j'attaque ma base de données en direct et ensuite, je construis mes relations et je crée mes calculs et je diffuse l'information qui peut, à ce moment-là, se représenter sous forme de rapport ou de table de bord et bien entendu derrière partager, collaborer au sein finalement de mon entreprise. Donc juste ce que vous voyez là, c'est en fonction de vos données, si elles sont stockées sur un serveur local, donc vous appartenant ou à un tierce partenaire, ou alors directement dans le cloud de Microsoft par exemple, vous aurez ou pas besoin ce qu'on appelle une passerelle de données. Donc bien évidemment, d'autres infrastructures existent, comme utiliser par exemple des solutions intermédiaires, un petit peu entre les deux, qui permettent de créer des environnements, des cubes. Alors, on a une solution chez Cosmo par exemple qui s'appelle Jet Analytics, qui permet potentiellement de créer des cubes et ensuite de l'attaquer par du Power BI en termes de visualisation. Voilà. Et voilà, c'est deux infrastructures qui, bien évidemment, peuvent être mises en place et diffuser en fonction, encore une fois, de votre besoin et de l'expression que vous avez faite sur votre partie décisionnelle. Alors, pour se rapprocher un petit peu de l'outil et de la démo qui va arriver, juste un petit focus sur Power BI pour alors simplement expliquer. Alors ici, je vous ai mis juste un slide hein, donc de Gartner, qui est un cabinet d'analyse de référence. Un peu comme Forrester et les grands cabinets de conseil. C'est ce qu'on appelle le Magic Quadrant, donc qui vient en fait chaque année comparer les solutions de BI qui existent sur le marché. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Microsoft, en l'occurrence Power BI, est pour la 13e année consécutive leader. Et pour le coup, donc la comparaison, elle est plutôt sur les notions dans le domaine des plateformes d'analyse et de veille stratégique. Il est leader en fait sur le marché. Donc je vous ai mis ce slide là puisqu'on va passer sur plutôt une partie un peu plus interactive, on va dire, que ce qu'on a vu jusque-là sur ces slides. Et du coup, j'arrive à la partie démo. Alors juste sur la partie démo, je vous montre rapidement ce qui est prévu. Donc quelques exemples de rapports qu'on a construit avec mon équipe chez Cosmo Consult. Rapidement, donc un premier sujet qui va être plutôt orienté sur du pilotage de projet, par exemple.
peut-être un rapport rapidement sur la partie IT, vraiment orienté informatique. Bien sûr, un pilotage des ventes. Et sans doute, en termes de reporting, le besoin qui est systématiquement exprimé dans les entreprises d'aujourd'hui, une dimension financière et un pilotage pour les contrôleurs de gestion ou les responsables ou les directeurs administratifs et financiers, en l'occurrence. Ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut passer à la démo ou il y a des questions? Alors, s'il n'y en a pas, je vais Il passer n'y à a la. pas il y a pas de questions dans le chat, toujours pas. Merci Marc, on les gardera, j'imagine, pour la fin. Hop, je vais passer à la partie démo. Hop, pardon. Voilà. Un petit focus juste avant. Vous voyez mon écran avec mes rapports? C'est OK pour vous? Ouais, C'est tout tout à bon. fait. Super, merci. Juste un petit focus, tout à l'heure, je vous ai parlé d'expression de besoin à formaliser. Je vous montre juste un exemple avant de passer sur la partie suivi de projet. C'est un rapport en fait qui a été monté sur la base d'une maquette. Donc quand je vous parle d'expression de besoin, je voulais juste vous partager un petit peu l'expression de besoin initiale. Donc c'était quelque chose qu'on avait formalisé sur Excel. Donc ce que vous voyez là, c'est voilà. Ce qui est important simplement, c'est pas tant le format, mais plutôt le contenu. L'idée derrière, c'est toujours de formaliser le besoin et de le structurer. L'idée, c'est de mentionner quelles sont les sources, les différentes sources qu'on peut avoir, les filtres qu'on souhaite positionner, et ensuite, derrière, bien évidemment, on passe à la réalisation. Et donc, vous voyez que quand l'expression de besoin est claire, quand le document est formalisé, c'est beaucoup plus simple ensuite et on perd beaucoup moins de temps. Finalement, on gagne du temps plutôt dans la conception du rapport. Ici, c'est un exemple simplement d'un portefeuille client que je vous montre là, mais qui permet en fait finalement de faire la vision de la maquette par rapport à la réalisation avec les fameux filtres que vous voyez ici, mais qu'on retrouve sur la droite. Donc c'est un exemple simplement de rapport Power BI qui a été monté pour expliquer un petit peu le concept de j'ai un besoin et je vais au bout de la construction du rapport qui finalement se rapproche. Alors en plus, bien évidemment, de la partie data visualisation qu'on a implémentée, mais le besoin en lui-même a été exprimé clairement et on a pu réaliser facilement du coup le rapport avec cette fameuse maquette. Donc voilà, c'est pour revenir simplement sur la notion d'expression de besoin et de maquettage pardon, du besoin. Si on rentre maintenant sur la partie, alors un exemple de pilotage de projet, toujours sur Power BI. C'est un environnement de démo, hein, donc, mais c'est un exemple concret d'un vrai client derrière sur lequel on a anonymisé les données. Et là, on est plutôt sur ce que je vous ai décrit tout à l'heure, plutôt sur du suivi de projet. Alors, derrière ça, pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui, on est sur du Business Central derrière, donc de Microsoft Business Central ou du Navision. Donc, on n'a qu'une seule source de données. Et derrière, on va pouvoir construire ici, par exemple, une représentation ici d'une notion de rentabilité projet avec un suivi finalement par mois de la notion de budget facturable versus coût réel et facturé. Et donc, on est vraiment dans le pilotage de projet sous Business Central qui est restitué finalement dans Power BI. Ensuite, on a de la mise en forme conditionnelle qui est native dans Power BI qui permet finalement de faire des focus avec des couleurs sur des chiffres potentiellement qu'on aura définis aussi dans l'expression de besoin. Quels sont les seuils, quelles sont les marges finalement sur lesquelles on veut faire un focus. Et ça, c'est complètement paramétrable en fonction du besoin qui est exprimé par le client. Ensuite, sur la partie projet, rapidement, donc quelques indicateurs quand on est un peu plus dans la data visualisation. Vous voyez en fait en termes de conception, très souvent, on est sur soit ce qu'on appelle des matrices, donc plutôt des visuels en ligne sous format Excel, ou alors on bascule vers vraiment de la data visualisation, des KPI, des indicateurs pertinents. Et là, pour le coup, on est plutôt sur des indicateurs un peu plus visuels, on va dire, avec des possibilités, bien sûr, de filtrer, comme ici, par exemple, sur des notions de responsable de portefeuille, par exemple, des choses comme ça, des statuts, typiquement sur un pilotage de projet. Et aussi, et ça c'est un point important qu'on peut faire aussi sur Power BI,
potentiellement, on peut faire aussi des focus. Par exemple, ici, je peux basculer vers une vue un peu plus détaillée de ce projet-là. Et là, automatiquement, le système va me faire un focus finalement sur le projet que j'ai choisi. Et je vais pouvoir décliner finalement le niveau de détail que je souhaite apporter à mon rapport et à mon dashboard. Donc voilà, en termes de pilotage de projet, sur quoi je peux basculer. Sur la partie IT, hop, un petit rapport assez simple. Alors je suis désolé, j'ai anonymisé un petit peu les données. C'est pour ça que vous avez le gros bandeau bleu ici, mais réellement ici, on est sur un outil, pour ceux qui le connaissent, on est sur un outil DevOps. Donc il y a un outil de pilotage des tickets, par exemple. Donc là, c'est juste les noms de mes collaborateurs auxquels on a assigné des tickets. Mais l'idée derrière ce rapport-là, qui est très orienté informatique et IT, pardon, on est sur du pilotage de tickets, donc une vue d'ensemble finalement de tous les tickets en cours ouverts pour tel ou tel client, et on fait ce pilotage-là avec un suivi régulier du nombre d'articles, enfin du nombre de ce qu'on appelle des work items, mais qui sont des tickets finalement. Le nombre de tickets ouverts, par exemple, le type de ticket, est-ce que c'est des bugs, est-ce que c'est des nouvelles fonctionnalités, etc. Et puis ici, donc, on peut avoir potentiellement un filtre qui se fait par statut, bien sûr, en fonction du ticket s'il est ouvert, etc. Et ici, le statut, donc on voit ici, par exemple, qu'en termes de carré, de volumétrie, on a beaucoup de tickets ouverts, nouveaux et fermés. Voilà, donc l'idée sur la partie IT, c'est voilà, on a construit plusieurs rapports sur du pilotage purement informatique. Je ne vais pas tous vous le montrer, mais c'est simplement un d'entre eux qui vous permet finalement de visualiser une projection sur quel type de rapport on est amené à construire dans l'environnement IT, par exemple. Sur la partie vente, alors quelque chose d'un peu différent, un peu plus coloré, mais qui est plutôt du pilotage des ventes. Et donc là, vous retrouvez peut-être des choses que vous connaissez, mais en termes de pilotage des ventes, on va avoir un focus sur cet exemple-là, par exemple, pour lequel on a aussi anonymisé le client, mais un nombre de commandes, des quantités totales. Et puis ensuite, on va faire des focus, bien évidemment, sur les ventes. Alors les ventes, par exemple, par mois, une projection peut-être par catégorie des produits et par segment aussi, potentiellement. Et donc des rapports un petit peu orientés en fonction, bien sûr, encore une fois, de la sensibilité de l'utilisateur qui va le consommer in fine. Et donc l'idée derrière, c'est bien évidemment de capter quels sont les indicateurs clés, pardon. Et là, on est sur typiquement ce qu'on appelle un dashboard, donc vraiment un tableau de bord qui va regrouper plusieurs indicateurs clés et qui vous permet en un seul coup d'œil, finalement, de visualiser les 4-5 indicateurs les plus pertinents en fonction de votre sensibilité. Là, pour le coup, on est plutôt sur une partie vente. Voilà, donc ça, c'est un exemple de rapport, mais qui est assez simple. Et on est sur du tableau de bord, hein, bien entendu. Ça veut dire que quand on va descendre à la maille rapport, on peut aller beaucoup plus finement dans l'analyse, bien évidemment, avec des notions de top 5 top 5 des clients ou produits ici que vous voyez. Sur la partie finance, alors on est un peu plus, alors ceux qui ont la sensibilité finance vont peut-être un peu plus reconnaître ce qu'on appelle le PNL, mais une notion un peu plus Excel schématique. Alors on en a d'autres, des rapports un peu plus visuels, mais je voulais juste vous partager les capacités d'un outil de reporting tel que Power BI, de pouvoir concevoir aussi, bien évidemment, des rapports qu'on fait plus communément sur Excel. Et des outils de reporting aujourd'hui comme Power BI sont aussi capables de générer des arborescences. Et on peut descendre un petit peu voilà, dans l'arborescence qu'on aura structuré du PNL sur la partie, par exemple, chiffre d'affaires, coûts, etc. Voilà, ça c'est quelques exemples, encore une fois, du type de rapport qu'on est capable de construire. Alors, avec Power BI, en créant des entrepôts de données, peut-être en passant par d'autres solutions, qui vont encore une fois reposer, bien évidemment, et se décliner en fonction de vos besoins. Donc voilà, pour la partie démo, c'est simplement vous expliquer un petit peu la démarche derrière ça. C'est chez Cosmo Consult, en tout cas, en fonction, bien évidemment, du mode de déploiement de la BI et de l'environnement, la construction de l'environnement décisionnel, on a des projets, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui peuvent commencer à 5 jours. Donc réellement, on est sur
une décisionnelle assez rapide, pluguée finalement sur les différentes sources de données, jusqu'à des projets qu'on a menés jusqu'à 80, 100 jours de déploiement. Quand on a une complexité en termes d'infrastructure et de données. Donc réellement, on part du besoin et au-delà de ça, et à partir de là, pardon, avec vous, on peut définir finalement quels sont les types d'environnements et quels sont les types de déploiements qu'on peut créer. Et ça, c'est complètement dépendant finalement de ce que vous souhaitez et de votre besoin structurel et des outils que vous utilisez déjà aujourd'hui. Voilà ce que je voulais montrer sur la partie, j'allais dire un peu plus conceptuelle, au travers des quelques exemples qu'on a. Il y en a d'autres, mais sur la partie Power BI. Hop, sur la partie, je vais passer, hop, sur la partie démo. Pour moi, Marc, c'est finalisé. Juste, je ne sais pas si entre-temps, il y a pu avoir quelques questions. On peut les prendre maintenant. On arrive à la partie questions, si vous souhaitez partager des interrogations par rapport à ce qu'on a vu, ou peut-être des choses qu'on n'a pas forcément vues et que vous souhaitez aborder. Voilà. La question live, ce sera parfait. Bonjour Pedro. Bonjour. Je te laisse poser ta question, Pedro. Oui, en fait, nous, on a mis en place une BI, on va dire, métier. Hein. On ne part pas sur des produits. On a fait notre propre base de données, un peu comme vous avez introduit au départ. On a essayé de faire de la classification. On a essayé d'avoir des informations pertinentes qu'on peut rapprocher du budget. Pour savoir un peu le nombre de postes qu'on introduit dans la société. Est-ce que par rapport aux licences qu'on achète, on a des variations sur l'année, enfin des choses comme ça. Aussi par rapport aux incidents, la gestion de tickets, etc. Est-ce qu'on a des saisonnalités? Est-ce qu'on peut mettre en face de la capacité, de la ressource externe ou pas, justement pour pour parler un peu de prédiction, etc. Donc, d'une façon générale, est-ce que vous avez déjà mené des projets qui permettent de piloter l'infrastructure plutôt du point de vue du service informatique, et quels sont comment vous vous y êtes pris? Est-ce que c'est difficile? Comment ça se passe, quoi? Alors, Parce que là, vous parlez de tout ce qui est là, les exemples que vous avez donnés à la fin, voilà, c'est de la finance et tout ça. Ça effectivement, ça parle à des contrôleurs de gestion. Mais nous, pour gérer notre service informatique, on a besoin aussi d'indicateurs aussi, et de voir un peu à l'avenir, voir, je ne sais pas, je vous donne un exemple, on a de plus en plus de collaborateurs et puis on achète de plus en plus de licences Office 365, jusqu'à où on va aller. Il y a peut-être un plan qui serait peut-être plus intéressant vis-à-vis, je ne sais pas, du coût par utilisateur, je ne sais pas. Alors, sur la partie, j'allais dire IT, hein, j'ai montré un exemple de rapport tout à l'heure, mais on a fait d'autres rapports là-dessus. Par contre, si je comprends bien votre question, Pedro, c'est plutôt quel type finalement de client on a accompagné là-dessus et quel exemple on a aujourd'hui chez Cosmo Consult. Oui. Et aujourd'hui, en fait, ça repose essentiellement sur j'allais dire, sur du pilotage de ticketing et sur du pilotage de coûts liés, par exemple, à une BU informatique. C'est plutôt dans ces domaines-là qu'on a construit des rapports aujourd'hui. Et c'est de la supervision aussi, potentiellement, de tickets d'incident. Je vous donne un exemple précis. Chez un de nos clients, quand on a fait un déploiement de Business Central, on a fait un Power BI, vraiment un rapport, plusieurs rapports d'ailleurs, qui vont venir piloter des écritures de journalisation. Alors, je suis un peu technique, mais volontairement pour répondre à votre question, c'est pouvoir piloter au travers d'un rapport, finalement, une phase de test utilisateur. Ça veut dire que concrètement, on a des utilisateurs qui sont au bureau en train de tester des flux sur Business Central, par exemple, et à chaque fois, on va venir générer des écritures. Et derrière ça,
nous, avec Power BI, on vient récupérer ces fameuses écritures pour voir si, les tests se sont bien passés, à quelle heure les tests ont été exécutés, avec finalement, quelle finalité, quel type d'erreur on a eu. Heu, Est-ce que c'est un problème finalement, un bug lié finalement à l'exécution du test script, par exemple? Ou est-ce que c'est lié vraiment à un bug de l'application et cetera? Donc on a utilisé Power BI pour au bout de 2 semaines de tests, par exemple, de l'ERP, pour centraliser finalement et montrer que finalement au client quel est l'impact de ces 15 jours de tests, heu, dans son contexte à lui. Et donc la finalité, c'est de dire, heu, 1, tous les tests n'ont pas été exécutés. La BI a permis aussi de faire ça. 80 des tests étaient des erreurs de process et pas des bugs. Voilà, en fait, c'est vraiment dans ce contexte-là, en dehors du rapport que j'ai présenté tout à l'heure, qui est plutôt, un suivi du ticketing. C'est dans ce contexte-là plutôt de pilotage, par exemple, d'une phase de test, business central que nous avons implémenté ce type de solution. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment le contexte IT. On n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, voilà les 2 contextes finalement dans lesquels on a déployé, nos RP. Généralement, la partie IT, donc le directeur informatique ou le DSI, nous accompagne plutôt pour créer la solution, gérer par exemple ce qu'on appelle, la sécurité au niveau du reporting, qui a droit de voir quoi, et cetera. Je peux peut-être faire un petit retour d'expérience, sur le sujet. J'ai donc chez Geoxia, on utilise Power BI à la fois côté métier, surtout tout ce qui est vente, travaux et autres, enfin pour toute notre activité, métier. On l'utilise aussi à la DSI. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte d'entrepôt de données dans lequel je déverse un certain nombre d'informations issues de nos systèmes de ticketing. On utilise GLPI comme outil de ticketing pour notre hotline et pour tout le suivi de notre parc informatique, et puis d'autres outils après plus infra pour la surveillance. Et on déverse tout ça dans un petit data warehouse et on pilote ça sur Power BI, quoi. Donc moi, j'ai fait développer un certain nombre de rapports. L'un qui donne quotidiennement la situation de l'activité de support de la DSI, donc quel ticket, dans quel domaine, qui sont escaladés à quel groupe d'escalade, les délais moyens de résolution et autres. Donc, alors c'est pas du temps réel, hein, ça se rafraîchit pas toutes les minutes ou autres. C'est pas de la supervision, c'est vraiment du pilotage J+1, mais qui permet quand même de suivre toute l'activité de support. Sur le parc, pareil, voilà, j'extrais tous les jours le parc informatique, hein. Alors, GLPI a des outils qui permettent sur les postes de rapatrier un certain nombre d'informations sur les postes qui sont centralisés dans GLPI et qui sont mis dans le data warehouse, qui permet d'avoir une vision pareille à J+1 du parc informatique, le nombre de machines en parc, les legends à qui les machines sont affectées, etc. Et puis sur l'infra, de la même façon, on a un outil de supervision de l'infra qui est Centréon, duquel on extrait pareil un certain nombre d'informations, ce qui donne une vision de l'état de l'infrastructure, des équipements et autres informations qui permettent d'anticiper ce qu'on appelle un capacity planning, donc voir l'occupation des disques, des ressources machines. Pareil, c'est J+1, c'est pas de la supervision en temps réel, ça me donne pas l'information si un serveur tombe ou si un Ouais. switch tombe sur un des sites, mais ça donne une vision globale de l'état de l'infrastructure, quoi. Donc Power BI permet de faire ça. Après, le plus important, c'est d'arriver à récupérer la data et de la structurer pour faire les rapports. Je dirais produire les rapports. Power BI, c'est la partie facile, hein. La complexité, Bien c'est de sûr. récupérer de la data et de la structurer.
C'est tout à fait ça, Didier. Merci pour le retour d'expérience parce qu'effectivement, ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut voir l'environnement décisionnel comme un outil déporté. Didier en a parlé tout à l'heure, on est à J+1 quand on a un data warehouse parce que c'est l'essence même de la BI. Ce n'est pas forcément systématiquement de restituer la donnée à la seconde près ou à les saisies, mais c'est bien évidemment de la récupérer, la structurer et la rendre disponible. Après, il y a des outils, hein, encore une fois, comme Power BI, qui permettent de se plugger directement et d'avoir ce qu'on appelle le data query, le live data query, qui permet vraiment de récupérer la donnée à l'instant même où elle est saisie. Mais l'essence de la BI, c'est quand même d'avoir un temps finalement pour justement la structurer, l'agréger peut-être potentiellement pour la rendre un peu plus disponible à être consommée en fait. Est-ce Je ne sais que pas si on a d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, notamment pour, je ne sais pas, ceux qui se posent éventuellement la question de la création d'un environnement décisionnel ou potentiellement sur des solutions qu'ils utilisent aujourd'hui ou autres? N'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour, je vais poser ma question directement, pas sur le chat. Oui, bien Bien sûr, sûr, c'est bien sûr. interactif, Vincent, bien Ok. sûr. Quelles sont les bases utilisées donc, sur lesquelles Power BI s'appuie, principalement chez vos clients, par exemple pour le data warehouse, ou peut-être qu'il y a un data lake avant, un data lake puis un data warehouse? Exactement. Alors pardon, je vous laisse finir peut-être. Ouais, non, donc c'était vraiment pour avoir une vision sans chercher à aller vraiment dans les détails, mais Oui. comprendre un petit peu l'environnement dans lequel évoluent vos différents clients. Alors aujourd'hui, en fait, sur, on va dire, l'exhaustivité de l'ensemble de nos clients, on a des solutions de déploiement qui sont plutôt on installe un ERP comme Business Central, par exemple, et derrière, si effectivement, le besoin se fait ressentir, on a le data warehouse, mais aujourd'hui, principalement, on repose, Power BI sur, l'ERP qu'on a installé. Sur certains cas, effectivement, et j'en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on a, par exemple, du multi-base de données parce qu'on, Cosmo Consult implémente beaucoup de ERP plutôt à l'international et on a aujourd'hui, bien évidemment, des besoins en termes de consolidation et d'harmonisation de certains référentiels, par exemple. Et là, on va se baser effectivement sur des solutions plutôt Azure, par exemple pour Azure Data Lake. Et on va se baser sur les technologies aujourd'hui Azure principalement. On a quelques clients chez qui on avait fait, par exemple, pour ceux qui connaissent SSIS, donc SQL Server Analysis, par exemple, ou SSAS, pour ces technologies-là qui reposent en fait sur les bases de données SQL. Et on va construire finalement la fameuse fonction ETL dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des solutions intermédiaires qui permettent de faire ces extractions-là, de les stocker dans un data warehouse, soit chez le client, soit effectivement en se reposant sur des entrepôts de données Azure. C'est la principale orientation qu'on a aujourd'hui, Vincent, c'est plutôt on est dans une diffusion finalement des données vers le cloud et automatiquement on se base sur des technologies plutôt cloud comme Data Lake par exemple, Azure Data Lake pardon. Sinon, principalement, encore une fois, aujourd'hui, on accompagne les déploiements ERP avec des solutions BI toutes prêtes où on va implémenter par exemple chez un client la partie production. On va l'accompagner de quelques rapports de pilotage qui vont suivre derrière pour l'aider finalement à piloter son activité, surtout au moment du démarrage de l'ERP. D'accord. Merci. J'avais une question. Vous avez évoqué les points essentiels en fait pour mettre en place une solution BI. D'un point de vue métier, je voudrais savoir quelles sont les choses les points essentiels, ce qu'il faut absolument faire pour pouvoir garantir une bonne adoption des outils BI. Parce que c'est pas forcément toujours hyper intuitif. Oui. Donc, comment faire en sorte que les utilisateurs s'approprient bien le nouvel outil? Il y a toute la problématique
problématique aussi de la qualité de la donnée, parce que ça peut être, dans un premier temps, on peut constater que voilà, la donnée n'est pas forcément toujours à jour, elle n'est pas toujours complète, elle n'est pas toujours de qualité. Donc, comment pendant un laps de temps relativement court, faire en sorte que les utilisateurs, on ne les perde pas, en fait? Alors, très bonne question, merci, Lucette. J'ai parlé tout à l'heure, de 2 points indispensables qui étaient les 2 premiers points de vigilance, qui étaient, la définition du besoin et l'implication des utilisateurs. Pour moi, encore une fois, ce point-là, le deuxième point est sans doute le plus important. C'est-à-dire que créer des rapports à destination d'utilisateurs qui n'ont pas été initiés, questionnés durant la phase de diagnostic et d'analyse, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on va décliner, créer des rapports qui vont potentiellement ne pas être consommés derrière. Donc, un environnement décisionnel, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une problématique. J'ai besoin de suivre un indicateur et donc, du coup, c'est un besoin. Et donc, j'ai besoin encore une fois, dimension métier plutôt, de dire quels sont les outils qui peuvent permettre le pilotage. Et ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'on associe les utilisateurs finaux à la conception de l'environnement décisionnel. Ça, c'est le premier point. On formalise ses besoins. Et surtout, peut-être le troisième point, c'est aussi s'assurer de la fiabilité de la donnée. Encore une fois, un client, on a eu l'exemple, par exemple, dans le nord d'un client, ça c'est du vécu, qui a monté un environnement décisionnel un petit peu comme ça de son côté, j'allais dire. Il l'a diffusé pendant 6 mois et au bout de 6 mois, il s'est aperçu que, alors schématiquement, hein, mais assez rapidement, les filtres n'étaient pas bons, les données qu'on a récupérées n'étaient pas sur la bonne période, etc. Donc, il a reposé finalement ses prises de décision sur des, de la donnée qui n'était pas bonne, au sens pas formalisée, pas restituée de la bonne manière avec les bons filtres, les bons indicateurs, etc. Donc, autant vous dire qu'au bout de 6 mois, effectivement, on a un risque de perdre les utilisateurs parce que essayer de remobiliser ces utilisateurs-là après avoir remarqué que pendant 6 mois, finalement, le reporting n'était pas forcément bon, c'est très compliqué. Donc, l'anticipation, c'est le troisième point. Finalement, c'est je ne mets rien en production tant que je ne me suis pas assuré que la donnée est bonne, fiable et quelle est celle qui est attendue finalement par l'utilisateur final. Pour moi, c'est vraiment ces points clés-là qu'il faut absolument former. C'est pour ça qu'on parle d'un projet et d'une roadmap. Il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'implémentation d'un ERP, il faut absolument une phase de test de la donnée avant de la diffuser. Et ce point-là, il est critique parce que si vous déployez un rapport qui est consulté régulièrement et qu'on s'aperçoit au bout de quelques semaines qu'il n'est pas bon, vous n'allez plus avoir l'adhésion de vos utilisateurs derrière quand vous allez le corriger. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument s'assurer que la donnée est bonne, fiable et qu'elle est surtout la même. Quand vous diffusez, par exemple, demain dans un reporting ou dans un dashboard une marge brute, il faut que ce sens-là, ce mot-là ait la même connotation pour tout le monde et qu'on en ait défini finalement qu'est-ce qu'une marge brute dans une entreprise et je diffuse bien la même marge à tout le monde. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Lisette, mais voilà un petit peu Oui, les merci, conseils c'est que très j'ai. clair. Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer un petit peu sur vous, votre expérience, où vous en êtes dans vos projets BI, si vous avez déjà des outils, ce que où vous en êtes en termes de maturité sur le sujet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer par rapport à ça? Bonjour à tous, bonjour Didier, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, un petit peu loin, Mathieu, mais on t'entend. Ouais, désolé, j'ai pas eu le temps de Ah, brancher bah voilà, le Ça va micro. mieux. ça y est, Ok, tu t'es rapproché ouais, de l'ordinateur, je ça. je vais me coller au PC. Nous, on a un Dynamics 365 Finance and Operation qui a démarré au mois de janvier. On a cherché à brancher Power BI et on a exploré pour l'instant la piste simple qu'a décrit Mustapha tout à l'heure, à savoir des rapports Power BI qui sont branchés en direct sur la base Dynamics. Avec le Et connecteur natif, d'accord. ouais, c'est ça, avec le connecteur natif. Et j'ai les contrôleurs de gestion qui sont un peu déçus du résultat, dans la mesure où ils n'ont que des données présentes dans la base Dynamics
et il voudrait pouvoir y ajouter des données externes, typiquement des budgets qui sont aujourd'hui faits sous Excel et que nous n'avons pas encore fait l'effort d'intégrer dans le module budget de Dynamics. On a également des directeurs de filiales qui regrettent de ne pas avoir de continuité statistique avec les anciens systèmes. Alors, pour la première filiale, c'est du Navision, les prochaines, ce serait de la X. Et puis, également, il y a pas mal de personnes qui avaient l'habitude avec les cubes OLAP que nous avions pour X 2012, donc en technologie SSAS, les services sur SQL, d'aller requêter les cubes OLAP de manière relativement autonome en créant sous Excel à la volée leurs TCD, leurs analyses. Et ça, aujourd'hui, avec Power BI, on ne sait pas le faire. Alors, ces différentes remarques nous ont amené à ouvrir un projet de data warehouse. Donc voilà, une expérience client où on s'est contenté de la version simple pour des raisons d'économie de temps, de coût, de temps à y passer aussi en phase projet, et puis rapidement des limitations qui apparaissent assez clairement et qui nous amènent à considérer actuellement la solution plus ambitieuse. C'est très souvent, Mathieu, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui quand on a un démarrage ERP, que ce soit Dynamics FNO, par exemple, ou Business Central. On part du principe qu'on a besoin d'un reporting rapide, quelque part un petit peu agile, tout de suite après l'implémentation de l'outil. Et effectivement, derrière, les besoins vont venir s'accroître forcément par rapport à ça. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est on démarre petit et finalement derrière, on se rend compte tout de suite que la solution finalement est bordée, puisque pas assez complète. Et du coup, on embarque vers une notion de data warehouse. C'est pour ça que la fameuse anticipation dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment être capable de sonder finalement le besoin à venir de l'ensemble et de l'exhaustivité finalement de ceux qui vont le consommer demain, pour pouvoir se dire tout de suite, on va peut-être embarquer tout de suite sur un environnement décisionnel plutôt basé sur des cubes et basé sur des environnements ou du data warehousing, plutôt que de plugger tout de suite l'outil directement sur la base. Par contre, ce que je voulais juste ajouter par rapport à votre commentaire, c'est qu'effectivement aujourd'hui, je vous ai montré un exemple de rapport tout à l'heure un peu orienté finance sur le PNL. Typiquement, ce PNL-là, il a deux sources. Il a la première source, effectivement, c'est Business Central, donc Microsoft, et la deuxième source, c'est des fichiers de mapping Excel, puisque cette arborescence-là n'existe pas dans Business Central. C'est le client qui l'a demandé, et dans Power BI, par exemple, on est capable de ramener une arborescence et de faire finalement l'exercice de mapping. On peut le faire dans l'outil de conception Power BI et permet d'avoir finalement l'arborescence souhaitée par le client, mais avec les données de l'applicatif. Voilà, juste un petit aparté sur le multi-source de données, finalement, dont parlait Mathieu tout à l'heure. On peut y greffer des fichiers Excel, par exemple, de budget. On a fait très souvent ça, un budget qui est par plan ou par trimestre sur un fichier Excel qu'on peut greffer, bien évidemment, pour faire un comparatif budget réalisé. Oui, si je peux me permettre, si vous m'entendez. Oui. Je suis actuellement du coup en train de faire ça. J'ai dans la société 4 ERP différents. Donc on a D365, AX, Minos qui tourne sur un AS400 et VIF. Et donc là, j'ai créé du coup un entrepôt de données qui vient harmoniser toutes ces données et fiabiliser pour que, peu importe l'ERP, les données soient identiques. Un référentiel commun, quelque part, Voilà, Caroline. c'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai créé cet entrepôt de données-là que je viens requêter avec, moi, c'est ClickSense, donc c'est à peu près l'équivalent à Power BI. Tout à fait. Et c'est dans ClickSense, du coup, que j'ajoute des fichiers de mapping comme le budget. C'est ça. Voilà. Exactement. Mais c'est la notion de multi-sourcing finalement de ces fameux outils. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait aussi quand vous allez faire le choix de la solution, effectivement, il faut être capable de se dire quelles sont les sources aujourd'hui qui sont potentiellement acceptées ou pas dans telle ou telle solution. Alors aujourd'hui, dans les grands outils finalement, les grandes solutions
qui existent. Bien évidemment, ils sont quasiment tous multi-sources. Après, ça va dépendre simplement des connecteurs natifs dont parlait par exemple tout à l'heure Mathieu sur Dynamics FNO ou pas. Sinon, on a très souvent la possibilité d'ajouter ces notions-là. En fait, c'est la plus-value finalement de celui qui va construire le rapport. La plus-value, c'est d'intégrer vos fichiers de mapping pour restituer finalement ce qui est souhaité. Caroline, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et c'est un gain de temps énorme du coup pour les contrôleurs de gestion, puisque tout ce qu'ils faisaient avant, c'était tout consolider dans des fichiers Excel qui prenaient une place énorme, qui mettaient un temps fou à se recharger. Donc là, c'est vraiment, enfin, du coup, nous, on a pris la décision que ce soit un outil de data visualisation libre service. Donc, c'est les utilisateurs qui sont formés rapidement à la construction des rapports. D'accord. Du coup, voilà, on met un entrepôt de données à dispo, des fichiers de mapping, on fait aussi des corrections sur pas mal de données, ce qui n'est pas terrible en soi, mais bon, le contrôleur de gestion le souhaite. Et du coup, derrière, c'est eux qui construisent leur rapport. Il y a des rapports du coup qui sont propres à chacun, qui sont partagés, et on a aussi mis en place Endprinting qui s'accroche à ClickSense et qui envoie les données tous les matins à la direction. D'accord, ok. Et au niveau de la sécurité, car aujourd'hui, ça veut dire que les concepteurs de rapports, ils la gèrent comment? Qui accède à quoi? Votre outil ClickSense le gère ou c'est vraiment du partage? Oui, l'outil ClickSense le gère. Un fichier qui comprend les droits. D'accord. Après, voilà, ceux qui ont la possibilité de créer des rapports ont tous les droits. Voilà, les contrôleurs de gestion. Et après, c'est eux aussi qui gèrent la sécurité via un fichier Excel. D'accord, ok, très clair. Juste un point dont j'ai oublié de parler dans la présentation, mais qui est assez structurant aussi dans votre choix. On a de plus en plus aujourd'hui, dans les solutions BI, une donnée importante, c'est ce qu'on appelle l'actualisation incrémentielle. Plus vous allez avoir de la donnée, et plus vous allez avoir besoin finalement de n'actualiser que les nouvelles données ou celles qui ont été mises à jour. Ça, c'est aussi un point très important dans les solutions, dans les choix des solutions que vous allez faire. Power BI, par exemple, le gère très bien. Et vous allez pouvoir, en fait, finalement, quand vous allez actualiser votre donnée, par exemple, en vous disant j'actualise une fois le matin, une fois à midi, et ben, le système, plutôt que d'aller reprendre toute la base de données et essayer d'actualiser les 2 ou 3 millions de lignes, il n'ira chercher que les nouvelles données. Celles qui ont été soit modifiées, soit créées dans le système. Donc, un petit point simplement à ajouter pour expliquer ce qui est ajouté petit à petit effectivement dans ces différentes solutions. Donc voilà, en termes de fonctionnalité, il faut bien veiller à avoir ce type de nouveauté finalement qui est quand même très conceptuel et qui est indispensable finalement dans les grosses volumétries de données. Réagir d'ailleurs sur ce point. Aujourd'hui, nous, on a un data warehouse qui est posé sur un AX 2012 et on est en cours de migration vers 365. Et un des besoins de toute la partie contrôle de gestion est d'avoir des données temps réel. Il faut savoir que nous, le data warehouse est alimenté une fois par jour avec la globalité des données. Donc, ça met un certain temps. On a 3 heures de TL pour pouvoir préparer tout ça. Et aujourd'hui, ils ont presque temps réel de remonter. Donc, il va falloir qu'on mette en place une solution de travail par data ou sur des données nouvelles. Mais tout ça avec quand même la problématique, c'est qu'on n'est pas sur le transactionnel, on est quand même sur du data warehouse qui est consolidé et dénormalisé. Exactement. De toute façon, ce sera toujours une charge d'ETL, c'est pas l'outil BI, enfin l'outil de reporting par lui-même qui va pouvoir gérer ça, quoi. Alors, pour moi, Benoît, là-dessus, il y a deux solutions, on va dire. La première, effectivement, elle peut être gérée sur la partie data warehouse. Le concept même, on l'a dit tout à l'heure, d'une BI, c'est qu'elle est déportée, effectivement. Et pour le coup, vous avez parlé de la fonction d'ETL qui travaille pendant 3 heures. Bien entendu, on ne peut pas y ajouter des données live. Les deux seuls choix, finalement, qu'on a aujourd'hui, c'est pour la donnée live, ce qu'on a fait, par exemple, pour un de nos clients en base installée aujourd'hui, c'est il avait des besoins en termes de production, d'avoir par exemple la liste finalement des ordres de fabrication à l'instant T où ils existent. Là-dessus, sur Power BI, on n'a pas eu d'autre choix que finalement faire du direct query, donc de se plugger directement, mais toujours dans le même environnement,
de se plugger directement à la base de données. Ça, c'est la première possibilité. Quand vous avez un environnement décisionnel, j'ai présenté tout à l'heure ce qui existe en tant qu'outil décisionnel avec ce slide-là, hein, je peux vous le remontrer, mais il y a une autre solution. Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Et l'idée, en fait, c'est de se baser sur une technologie, par exemple, aujourd'hui, qui s'appelle les webhooks. Je vais vous montrer ça, et qui est plutôt du transactionnel. C'est-à-dire qu'un outil comme Business Central, par exemple, Microsoft, est capable d'envoyer ce que vous avez ici. Vous voyez ici, on parle d'événements webhook. Donc, on va se baser sur, dès lors que quelque chose se produit dans la base de données, ici, un événement, ça veut dire une suppression, un ajout ou une modification, le système automatiquement, au travers d'une API, va envoyer l'événement au data warehouse. Et au travers de ça, on n'attend plus finalement que le système vienne chercher la donnée. Elle est envoyée et propulsée directement depuis l'ERP vers le centre de stockage. Et cette technologie-là, alors c'est une technologie Microsoft, hein, bien sûr, elle se base uniquement sur des events qui permet vraiment de l'envoyer systématiquement et de ne pas interroger la base. Mais dès qu'il y a une modification, un enregistrement, du coup une création ou une suppression, le système l'envoie et du coup vous en héritez dans votre entrepôt de données. Après, bien évidemment, il y a la partie où vous allez interroger votre entrepôt de données, à quelle fréquence vous l'interrogez, etc. Mais à minima, la mise à jour de la donnée dans votre entrepôt de données peut être basée en fonction, encore une fois, de votre technologie, hein. Après, cette technologie, elle est Microsoft et elle est plutôt nouvelle, hein. C'est des notions d'API avec des événements qui sont tout récents. Donc ça, c'est par exemple l'avenir finalement demain, Benoît, de ce qu'on voudrait apporter comme dimension live à nos entrepôts de données. D'accord, et ces événements, ils se pluguent sur le transactionnel. Alors, vous les paramétrez, par exemple, sur Business Central, vous les paramétrez, donc c'est dans les dernières versions de Business Central, vous les paramétrez en fait dans l'applicatif et en fait, vous décidez finalement ce que vous voulez suivre comme événement. C'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, j'ai une nouvelle facture, on envoie systématiquement, dès qu'elle est créée dans le système, dans l'entrepôt de données, en Azure, par exemple, on envoie systématiquement l'événement. Ou la deuxième possibilité du paramétrage, c'est de dire, au lieu d'envoyer un événement toutes les secondes, eh ben, tu regroupes une dizaine d'événements au bout de 10 secondes et tu l'envoies le lot finalement au bout de 10 secondes. Donc, c'est du setup, hein, c'est du paramétrage. Mais voilà, je vous laisserai regarder la technologie webhook sur Microsoft. Vous allez comprendre le principe de la génération de l'événement pour être consommé dans un data warehouse ou dans une API quelconque. Oui, c'est comme une sorte de trigger. Exactement, c'est un déclencheur, tout à fait. C'est tout à fait ça. Exactement. Ok. Et dernière petite question, on parle beaucoup de Business Central, nous on est plutôt AX, donc FinOps demain. C'est les mêmes technologies qui peuvent s'appliquer ou Alors, généralement, c'est du Microsoft derrière, donc potentiellement, oui, il faudrait valider que ça existe effectivement sur la dernière version de Dynamics FNO, par exemple, mais c'est une techno Microsoft aujourd'hui. Je parle de Business Central parce que je suis consultant Business Central et c'est plus facile d'en parler, mais l'idée derrière, c'est la même technologie, c'est l'envoi d'événements lorsqu'il y a un trigger, un déclencheur qui est créé, en fait. Okay. On va clôturer la séance sur ce dernier échange. Écoutez, merci Mustapha, merci à tout le monde. Le document qui a servi de support à cette présentation est d'ores et déjà disponible en replay sur la plateforme et de la même façon, l'intervention a été enregistrée, donc en cours de journée, elle sera de nouveau disponible en replay pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous. Merci aussi, je tiens à vous remercier pour votre présence et n'hésitez pas s'il y a des questions, vous avez notre slide de contact, n'hésitez surtout pas s'il y a d'autres questions qui vous reviennent après. Et pareil pour vous, Didier et Marc, pas de souci. Merci en tout cas. Merci à vous à tous. bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.